À partir du moment où j'ai voulu changer d'habitat, bah, ça m'a semblé une évidence en fait. Je me suis dit je peux pas manger mieux, avoir un meilleur mode de vie, être dans un environnement plus sain et me coller dans une maison où les matériaux sont pas bons pour la santé, sont pas bons pour moi, pas bons pour l'environnement. Eh bien, depuis 250 ans, avec 3 ou 4 pièces de bois, on a un linteau qui n'a pas branché. Non. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller ficher du béton armé là-dedans? Et le comment, ça ne vient qu'à la fin. Et quand on donne des tutos aux gens, ben, ils ne veulent plus réfléchir en amont. On a envie de toucher. C'est fou, c'est chaud, c'est doux. Bonjour Pascal, alors nous sommes ici dans le Lot. Je suis venu ici pour la première fois il y a environ 3 ans. Ça remonte à avril 2018. Ouais. Comment nous sommes-nous connus? J'animais un peu Rénovation Pertinente, le groupe Facebook. Tu avais des questions et à un moment donné, il y a eu tellement de questions qu'on s'est dit, bah, faut une visite, quoi. Ouais. Et donc, je suis venu faire une visite chez Pascal. Et donc, c'était une de mes premières visites d'habitologue. Voilà. J'avais déjà fait d'autres choses avant, mais c'était pas formalisé. En fait, on venait tout juste d'acheter la maison. C'est bien tombé parce que moi, j'avais fait beaucoup de recherches en amont. J'avais découvert le groupe Facebook avant d'acheter la maison. Quand on a commencé à faire les travaux, on s'est dit avoir un œil extérieur, un œil expérimenté, qui a une vision d'ensemble, ça nous paraissait être un bon point pour pas s'éparpiller, partir dans toutes les directions. Alors c'est une maison qui date, on estime à peu près entre, bon évidemment comme toutes les maisons anciennes, il y a plusieurs étapes de construction, mais on va partir de 1760 jusqu'à 1830 à peu près pour la partie ancienne, et puis il y a une petite extension qui a été faite dans les années 70 qui est complètement différente, mais ça aussi un aspect intéressant en termes d'opposition, on va dire, sur le comportement thermique. C'est une maison en pierre, donc ici, comme disait Claude, on est dans le Lot, donc c'est ce qu'on appelle une carcinoise, avec les pièces d'habitation, de vie qui vont être au premier étage, et des pièces au rez-de-chaussée qui servaient de stockage, éventuellement pour mettre les animaux un peu, mais c'est pas trop le principe ici. On avait des bâtiments annexes qui faisaient ça, et des combles qui pouvaient être utilisés comme espace de grenier, stockage, etc. Donc on est resté sur ce mode de fonctionnement avec les pièces de vie au premier étage, de par la hauteur sous plafond notamment, parce que c'est vrai que le rez-de-chaussée, ça aurait pu être aménageable, mais on est vraiment très bas, donc ça aurait demandé vraiment beaucoup de travaux en termes de remaniement d'ouverture, de remaniement des planchers. Alors c'était, on va dire que les murs étaient sains, la toiture était saine aussi, encore que la couverture, elle aurait peut-être besoin d'être un peu revue, mais sinon la charpente est bonne. Et après, le reste, il a fallu vraiment tout arracher et tout recommencer. Tout ce qui est électricité, plomberie, c'était à revoir. Les menuiseries, c'était que du simple vitrage partout. Il n'y avait évidemment pas d'isolation nulle part, pas de VMC. Donc, quand on est arrivé, c'était vraiment dans son jus, avec des traces de moisissure autour des fenêtres, un enduit ciment sur les murs, du lino par terre et du lambris sur les plafonds qui cachaient les poutres. Alors bon, c'est pas forcément hyper pertinent, mais j'ai envie de le dire quand même, il y a un travail sur le plafond, parce que quand tu es venu, je pense qu'on était peut-être encore sur le lambris, et des lambourdes de l'autre côté pour tenir le lambris dessous. Et évidemment, on a voulu récupérer les poutres apparentes. Ouais, donc valait la peine. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le lambris, on a enlevé les lambourdes côté lambris pour faire apparaître les poutres. On a rempli avec des cales à intervalles réguliers pour pouvoir enlever les lambourdes qui étaient de l'autre côté pour caler le plancher. Donc on a mis 1000 cales de tailles différentes pour remplir. On voulait trouver le plus brut possible pour avoir le moins de travaux de démolition, parce que justement on avait fait ce travail en amont, en partie grâce à Claude, parce qu'on savait qu'il fallait éviter au maximum d'avoir une dalle de béton de ciment, parce qu'on voit des choses qui sont refaites, où il y a juste à poser les valises, c'est très bien. Ça ne nous convenait pas au niveau des matériaux qui étaient employés, et c'est pas qu'une question d'agencement, c'était aussi une question d'ambiance. La maison, structurellement, elle était saine. Ouais, la maison, elle était saine. Oui, pas d'humidité. L'humidité, si. On avait un peu au sous-sol. À un moment donné, il y avait une trace qui était quand même pas mal. C'est des choses qu'on voit beaucoup en théorie. On parle de l'humidité qui arrive quand on a des dalles en ciment. Il y a une pièce où on avait notamment une dalle ciment qu'on a fait sauter.
Il y avait du salpêtre sur les murs en périphérie de cette dalle-là. Bon, bah, depuis qu'on l'a enlevé, il n'y a plus de salpêtre. On a enlevé tous les enduits qui étaient sur les murs en pierre, ça nous a pris 3 mois. C'était des enduits à quoi? Des enduits, alors il y avait un peu de tout. Il y avait des enduits bâtards chaud ciment, des enduits que ciment, des enduits que chaud, il y avait du plâtre, enfin vraiment la totale, quoi. Donc on a retiré tout ça pour, d'une part, gagner un petit peu de place, voir ce qu'on avait, et puis repartir sur une base saine en termes de gestion des murs, et voir ce qu'on avait en dessous. Parce que moi, je pouvais pas concevoir de dire on rajoute quelque chose par-dessus en sachant pas ce qu'il y a derrière. Il faut savoir que toi, tu viens pas du bâtiment? Pas vraiment, non. Je viens du notariat. Moi, j'ai fait 10 ans de notariat. Quand j'ai eu envie de quitter la région parisienne et de changer de mode de vie, bah, c'est un peu dans une réflexion globale, en fait. Souvent, ça commence par l'assiette, où on se dit... bah, j'ai envie de faire attention à ce que je mange. Ça passe aussi par l'arrivée des enfants, où... on est dans une réflexion, on prend plus de recul en se disant qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer. À partir du moment où j'ai voulu changer d'habitat, bah ça m'a semblé une évidence en fait. Je me suis dit je peux pas manger mieux, avoir un meilleur mode de vie, être dans un environnement plus sain et me coller dans une maison où les matériaux sont pas bons pour la santé, sont pas bons pour moi, pas bons pour l'environnement. En fait, je pense que c'est là que la passion elle a démarré. Moi, en fait, je pense que c'était inscrit quelque part en moi. J'ai commencé, et puis il a fallu aller à fond, très loin. Je peux pas faire juste un petit peu en disant je mets un peu d'enduit sur les murs. Non, il fallait tout faire. Je peux dire que quand je suis arrivé ici, que Pascal m'a laissé entendre que c'était le déménageur qu'on a devant nous qui allait faire tout le boulot, ou une grosse partie en tout cas. Je voyais pas la chose gagner, quoi. Et aujourd'hui, on arrive là, je me dis, ben, chapeau, quoi. Ben, quand on s'attaque à 3 mois d'enlèvement de vieux crépis, on se dit, la tendinite, ça peut arriver quand même, quoi. Et c'est arrivé. Mais à partir du moment où on a des convictions, je crois qu'on peut dire que Pascal, si moi je retenais quelque chose, tu es la preuve vivante que quand on veut, quelque part on peut. Je ne pense pas que ce que vous avez fait a été infiniment plus coûteux que beaucoup de solutions beaucoup plus conventionnelles que d'autres auraient pu choisir. Donc tu vois l'épaisseur ici. Alors pareil, toujours dans un état d'esprit de récup, on a créé cette ouverture qui n'existait pas. Donc les bois qui sont là, ça c'est des bois de la charpente qu'on a récupérés. Et donc là, il y a un projet à terme de passage vers le garage qui pour le moment n'est pas encore opérationnel. Donc on a fermé de façon temporaire. Un passage comme ça se faisait autrefois. Voilà, exactement. Ouais. Donc là, on a voilà, les bois, ils ne sont pas posés directement sur le sol, on est posé sur des petits socles en pierre pour se protéger de l'humidité. Et puis on a donc les entretoises qui relient les 4 poteaux entre eux, quoi. Le corps magnifique qui est fait avec les pièces qui servaient pour donner à manger aux bêtes. Voilà, qui est la récupération, la deuxième vie, très important. Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est aussi le fait qu'on est avec du mur en pierre, et c'est pas de la rigolade, hein, c'est un vrai mur en pierre de 50-60 de large. Et quand j'entends que maintenant on nous dit, dès l'instant où on fait une transformation, il faut faire un linteau béton, sinon ça ne tiendra pas. La maison, tu nous l'as située vers 1700, à peu près. 1750, ça fait donc 300 ans, 250 ans en tout cas, que ces pièces de bois ici, et on est dans une région où on est dans le Lot, on n'a pas des chênes extraordinaires, hein. Non. Ce sont donc des petits chênes, et bien, depuis 250 ans, avec 3 ou 4 pièces de bois, on a un linteau qui n'a pas bronché. Non. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller ficher du béton armé là-dedans? En plus, c'est très cohérent. Oui, joli. tout à fait. Donc, oui. Non, puis on l'a bien vu quand on a, sur un des autres bâtiments, là, on a démonté la charpente qui était en chêne. Il y a des pièces qui étaient en mauvais état, donc elle n'était pas vraiment récupérable en l'état. Donc on a tout démonté, mais par contre, on a conservé tous les bois pour pouvoir les réemployer plus tard. Et bon, là, on est en train de travailler dessus, justement, parce qu'on en a besoin. Et on voit bien que quand on les coupe à la taille où on a besoin,
Effectivement, l'aubier, il est un petit peu grignoté vaguement, mais le duramen à l'intérieur, il est en parfait état et ça n'a pas bougé. Voire plus dur qu'au premier jour. Probablement. Parce qu'il faut une scie qui coupe bien. Souvent. Et d'ailleurs, toutes les ouvertures qu'on a fait, on a mis que des linteaux. Soit on a fait à l'extérieur des linteaux en pierre, et à l'intérieur, les palâtres et les linteaux, on les a fait en bois, et c'est que du bois de récup qu'on a pris dans le bâtiment. Et ça s'est fait bien comme ça. Et puis même, je pourrais vous montrer, il y a une ouverture carrément où on a remonté les jambages vraiment à l'ancienne, en bois, avec les poteaux et les entretoits, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que tu t'imaginais que tu saurais faire tout ça ? Non, au départ, je pense que je me rendais pas compte de ce que ça représentait, même si je savais déjà que ça allait être un gros chantier, que ça allait être long et fastidieux et que ça allait être difficile. Je pense qu'il y a des gens qui démarrent en se disant ça va être super, on va s'éclater, on va avoir une maison à la campagne, et puis qui se rendent pas du tout compte. Je pense que sans prétention, je savais que ça allait être dur, mais malgré tout, je savais pas que ça allait être dur à ce point-là. Franchement, il y a eu des moments de découragement très intenses. Et puis bon, de toute façon, une fois que c'est fait, une fois qu'on a signé et qu'on est là, faut y aller, quoi. En fait, moi, je pouvais pas envisager de revenir en arrière. J'aime pas faire marche arrière. Donc, c'est pareil. Il y a des moments où tu te dis, si c'est pas moi qui le fais, ça va pas se faire. Donc, complètement. Il y a des choses. Aujourd'hui, il y a des choses. Je sais que je peux les faire. Je les aurais pas fait il y a 3 ans. Et puis du coup, il y a un moment où on arrive, où on se dit, on peut. C'est pas qu'on peut tout faire, mais au moins on peut commencer, quoi. On peut essayer. Et le fil directeur, c'est vraiment, ça a été les matériaux écologiques, ça a été toujours garder en tête la perspirance, le respect du bâtiment ancien, le fait de pas mettre des matériaux qui sont pas bons pour nous, qui sont pas bons pour l'environnement. Et donc là, on a fait du chaux-chanvre sur ce mur-là. Qui n'est pas fini, on le voit, il en reste un peu là, parce que là, on n'a pas eu le temps de terminer encore. Donc là, on a le chaux-chanvre banché qui est apparent, et puis là, j'avais fait un petit corps d'enduit rapide, parce que avec les enfants, la vie, etc., ils ont tendance à gratouiller un peu, donc ça... Normalement, c'est vrai que ça tient relativement bien, mais enfin, les enfants qui viennent frotter tous les jours, c'est pas terrible. Donc, et donc là, par exemple, cette ouverture, on l'a fait faire par le maçon. Et quand on lui a demandé de prévoir les pierres, en fait, il nous a fait une réservation. Là, on n'est pas sur le mur en pierre. On a 10 cm aussi de chaux-chanvre. Il nous a fait dépasser les pierres de... D'accord. Les pierres de taille exprès pour recevoir... Bon, alors après, on a un pont thermique là en tableau, mais on a quand même... tout ça, c'est isolé, quoi. Ça a toujours été... Il y a même eu des fois où j'ai eu des conversations avec des gens qui te comparent le prix de la laine de verre ou la laine de bois. Moi, j'ai même pas regardé. La laine de verre, je ne sais pas combien ça coûte et je veux pas le savoir. Alors, c'est vrai, oui, j'ai vaguement conscience que à l'époque, parce qu'on en a mis un peu, c'était peut-être un peu plus cher, mais en fait, il n'y avait pas de compromis à avoir pour moi. Parce qu'il y a des éléments qui sont... Pour moi, c'est des mauvais produits pour X raisons, donc ça entre pas en ligne de compte, quoi. Faut pas être extrémiste non plus, et ça, on en a souvent parlé. Ouais. Il y a des cas de figure où on peut dire j'ai un compromis à faire entre le coût, le temps que ça va me prendre, la disponibilité du produit. Oui, peut-être que là, je peux faire une concession parce que il faut être réaliste aussi, quoi. Il y a des histoires de budget parce que on a fait ça comme tout le monde, comme tout un chacun qui rénove une maison. On avait un budget serré et j'ai calorifugé les tuyaux de chauffage pour pas avoir de déperdition. Je l'ai pas fait avec du coton et du plâtre et machin, parce que c'est infaisable, quoi. Enfin, après, quand on veut, on peut, c'est sûr, mais à un moment donné aussi, il y a la vie derrière aussi, il y a la famille, il y a les enfants. Ouais, moi, ce que je ressens du cheminement de Pascal, de ton cheminement, et je crois que c'est ça qui est important, tu l'as dit, il faut garder les grands principes en tête, voilà. De perspirance, de souplesse des murs, de proximité des matériaux, etc., il y a vraiment des grands principes qu'il faut garder. Voilà, il y a des choses auxquelles on peut pas... Il ne faut pas s'en faire des dogmes. Il faut quand même qu'ils priment sur la facilité, parce qu'autrement, de concession en concession, on peut tout abandonner. Et par contre, je crois qu'un de tes grandes qualités que tu as eues sur cette maison, c'est de toujours avoir l'humilité de dire
ça je sais pas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, et de prendre le recul de l'analyse, de dire, bon, il y en a un qui me dit blanc, l'autre qui me dit noir, l'autre qui me dit gris, un troisième ou un quatrième qui va arriver, qui va me dire, ouais, tu sais, avec un peu de vert, ça serait pas mal. Bon, qu'est-ce que je fais avec tout ça, moi, Pascal de Vaucoux, quoi. Et donc ça a été important, et je crois que c'est extrêmement important que chaque occupant, chaque personne qui est responsable du chantier, parce que c'est son chantier, parce que ça sera chez elle, qu'elle l'auto-réalise ou qu'elle le fasse réaliser, il faut qu'elle garde mainmise sur les choses. Il ne faut pas devenir esclave, il ne faut pas que les choses décident pour nous, et ça, tu as su le faire. Et c'est vraiment pas facile. Mais je pense que quelque part, c'est aussi là-dedans que tu nous as beaucoup aidé, c'est que, comme tu dis, moi, j'étais pas du milieu du bâtiment, même si ça m'a toujours intéressé. On avait rénové un appartement, bon, c'était des bricoles, c'était pas du tout la même chose que ça. Mais c'est vrai que quand on commence à chercher dans des bouquins, sur Internet, effectivement, t'as des gens qui vont te dire noir, des gens qui vont te dire blanc. Et puis, bah, toi, quand t'es néophyte au milieu, tu te dis, bon, mais moi, je fais quoi, en fait, là-dedans? Parce que je sais pas qui a tort, qui a raison. Et en fait, plus on avance, plus on se rend compte que c'est pas qu'il y en a un qui a tort ou qu'il y en a un qui a raison, c'est que chaque maison, plus chaque occupant a ses spécificités, son individualité, et en fait c'est la rencontre entre les deux qui amène à des compromis et qui fait qu'il n'y a pas une bonne solution pour tout le monde, mais il y a une solution qui va avoir des avantages et des inconvénients pour ce couple habitat-habitant. Et moi ça c'est quelque chose que j'ai appris avec toi, c'est la nuance en fait, le côté... Voilà, il faut pas être, comme tu dis, il faut pas être dogmatique, il faut pas dire on est bloqué comme ça, et il faut pas aller chercher la performance à tout prix, il faut savoir dans l'ensemble où on va et vers quoi on tend, mais sans être bloqué, et ça c'est vraiment quelque chose que tu nous as transmis, quoi. Mais écoute, tu me fais plaisir en me disant ça, parce que un jardinier, il sait qu'il jardine. Mais c'est à peu près tout ce qu'il est certain de faire. Est-ce que tu savais en commençant, par exemple, faire un enduit terre ou un enduit chêne-vote chaud, est-ce que tu savais ce que ça allait donner comme ressenti? Non, j'en avais beaucoup entendu parler. J'avais confiance dans le fait que ça serait bien, mais c'est vrai que je l'avais jamais expérimenté. Là, on est sur un enduit. Là, tu vas nous dire, c'est un enduit terre. Alors là, il y a un mélange de plein de trucs en fait. Les colonnes, les pieds, c'est du terre-paille, et au-dessus, par contre, c'est terre, chanvre, chaud. Mais ça, c'est donc pour les parties arrière, pas ce qui est visible. Non, pas ce qui est visible, ouais. Et ce qui est visible, c'est un enduit argile, chaud et sable. Même le terre-paille, parce qu'en fait, cette pièce, par exemple, on l'a isolée avec du terre-paille allégé. Je l'avais déjà vu mettre en œuvre sur des chantiers participatifs, mais les maisons n'étaient jamais finies à chaque fois que j'ai essayé. Bon voilà, c'était très théorique, on nous disait que ça allait faire ci ou ça, mais j'avais jamais été dans une maison habitée, chauffée, terminée avec ce genre de matériaux effectifs, quoi. Et donc le résultat? Et ben, le résultat, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Alors, le décrire, c'est toujours un peu difficile parce que c'est vrai qu'on en parle souvent. C'est un ressenti. C'est un ressenti qui n'est pas quantifiable. Enfin, si, il est un peu quantifiable, je dirais, au niveau phonique, peut-être, quelque part, dans la façon dont les murs renvoient les choses en termes de lumière, en termes de... Alors bon, aujourd'hui il fait pas très beau, mais quand même alors là que l'enduit est pas fini, parce que ça c'est un enduit de corps, quand on a la lumière qui vient par cette fenêtre qui est à l'ouest et qu'on a la lumière du soleil sur les murs, il y a une explosion de couleurs. Ça a beau être que de l'argile qui est ici, elle est un peu ocre. Bon bah il y a des tas de nuances et tout ça c'est une atmosphère en fait, quoi. C'est pas quelque chose qui est vraiment c'est impalpable, mais et alors, pour le coup, nous, on a quand même, je sais pas si c'est une chance, mais un exemple qui est très flagrant, c'est que la maison en pierre, on a une extension qui est raccordée à cette maison qui date des années 70, donc qui est vraiment une maison, un bâtiment. Soit en parpaing, soit en brique, avec un peu de polystyrène, du placo devant, et bah voilà, il y a un côté isolant qui est peut-être même supérieur à celui de la paille terre qu'on a vu tout à l'heure, mais un rendement global qui fait que le ressenti de confort est moindre, est moins important. Finalement, on se retrouve avec plus d'isolant. Si on s'en tient au dogme actuel, isolons,
Hein, c'est là qu'est le bonheur. Bah non, le bonheur, il n'est pas que là. Le bonheur, il est dans un mix. Et là, on a de l'isolation, mais on n'a pas une bonne diffusivité, une bonne effusivité. On n'a pas une bonne gestion de l'humidité, enfin, du transfert d'humidité. On a une humidité relative qui est supérieure, on a un niveau de confort qui, à température égale, est moins bon. Voilà, l'humidité, on la sent sur les épaules, là, c'est vraiment flagrant. Quoi. Et quand on passe d'une pièce à l'autre, on sent vraiment la différence. Quoi. Ça, dans la façon dont ça résonne, dans la façon dont l'air tombe sur les épaules, c'est difficile à expliquer, mais quand on y est, on voit que c'est pas pareil. Quoi. Ah ben là, on a visité, donc quand on est arrivé, tu nous as fait faire le tour, et c'est vrai que quand on passe du volume ancien avec des enduits terre, avec des enduits chauds, avec du parquet, avec tout ce côté chaleureux de ces éléments-là. L'enduit, non, c'est l'ocre jaune. Il est ocre, mais il est teinté vert. Alors celui-là, il est vraiment... ça, c'est un enduit terre brut, il y a pas de... C'est terre-sable. Par contre, ce que j'aime bien avec cet enduit, ce qui est intéressant, et ça, c'est un ami qui nous a donné cette technique-là, en fait, on est sur un enduit de finition en 2 passes. C'est-à-dire qu'on va avoir une première passe en 0,2, avec le sable en 0,2, qui est appliqué sur le corps d'enduit. Et tout de suite, frais sur frais, on repasse une deuxième couche en 0,1, qu'on a tamisé en 0,1. D'accord, qui te donne un aspect beaucoup plus lisse. Voilà, et en fait, l'intérêt d'avoir du frais sur frais, c'est que quand on va mettre en place l'enduit en 0,2, il est encore humide. Du coup, quand on met le 0,1 en place, qui lui est beaucoup plus fin, si tu le mettais directement appliqué sur un corps d'enduit qui lui était déjà sec, en fait, ça tirerait trop vite et on n'aurait pas le temps de le ferrer et de l'appliquer comme on a envie de l'appliquer. Comme là, il est en 2 passes et que la couche d'en dessous est encore humide, ça permet d'avoir le temps de le travailler comme on veut, tout en ayant une épaisseur très fine qui permet d'avoir un rendu très fin. Quoi. Donc, Et là, moi, je vais poser une question de néophyte, en tout cas par rapport à ici. C'est de la terre locale que tu as puisé sur le terrain? Alors ça fait partie, c'est un peu mon côté, on va dire, sentimental ou romantique même, on pourrait aller jusque-là. C'est la terre qu'on a récupérée dans les murs, quand on a démonté, quand on a fait des ouvertures à droite, à gauche. J'ai tout récupéré, tamisé, stocké. Et en fait, cette terre-là, c'est la terre que j'ai prise là, à côté. Quoi. C'est vraiment... donc elle a déjà été mise en œuvre par les gens il y a 250 ans qui m'ont... Ils l'ont tamisée pour toi. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu... moi, c'est ce que j'aime aussi dans la rénovation et dans la récup, c'est le lien que ça nous amène avec le passé. Quoi. C'est clair. Il y a quelque chose de très puissant et de très satisfaisant aussi, quoi, de dire on est dans le respect total de ce qui s'est fait au fil des années. Voilà, donc ça c'est local, purement local. Voilà, on peut pas faire mieux. Et qu'on passe de là à la partie plus récente, qui est à la même température, mais on n'a pas du tout le même ressenti. Au niveau humidité, on sent, comme on dit, c'est un peu plus cru. Il y a un petit peu plus d'humidité, c'est vrai. Voilà, et on sent aussi au niveau ressenti de confort, on n'a pas l'impression qu'on est à la même température. On a l'impression qu'il fait plus froid. Et donc, oui, c'est tout ce côté chaleureux de tous ces matériaux-là. Alors, il est vrai que nous, on est aussi un petit peu dans le cadre de la mythologie, et souvent des gens rénovent et se voient imposer des normes. Parce que on passe par l'ANA, on passe par quelqu'un qui est RGE, etc. Et on dit, si vous voulez telle subvention, il faut tel R en mur, et tel R égale tel isolant avec tel lambda, multiplié par telle épaisseur, etc. Ouais. Et là, on n'est pas du tout dans cette approche-là. Non. Et pour autant, parce que vous chauffez, donc si j'ai bien compris... On a un chauffage central avec une chaudière à granulés. Voilà. Et donc, au niveau consommation d'énergie, vous vous situez à des niveaux très élevés? Non, c'est pas... Alors, comme là, c'est que la deuxième saison qu'on chauffe, j'ai pas encore vraiment beaucoup de recul, mais après, il faudrait que je refasse le calcul en termes de cubage, etc. Mais quand j'en parle avec les copains autour, des gens qui n'ont pas encore rénové, qui sont au fuel ou quoi, c'est astronomique, par contre, là, la différence. Vous êtes sur bien en dessous. Sur des mêmes surfaces... Les gens qui vont chauffer au fioul et qui n'ont pas de... Parce que en général ça vient dans un même temps, quoi. On va pas changer la chaudière et faire l'isolant après, donc même on a des copains qui sont passés au granulé aussi mais qui n'ont pas encore isolé parce qu'ils n'ont pas pu.
ils consomment 3 fois plus, quoi. Donc, non, c'est impressionnant. Et puis, tu sens l'humidité, t'es pas bien, quoi. Ouais. Non, je pense que si on... Alors, comme tu le disais, on peut toujours le dire, mais on peut pas le transmettre. Non. Mais on n'a pas envie de partir, quoi. Non. On est bien, moi, là. Je trouve que c'est bluffant. Parce que voilà. moi, je m'attendais juste à un ressenti physique de température. Ouais. Mais là, j'étais choqué, c'est sur le son. Ouais. C'est doux, c'est... Tout redescend. Ouais, on est reposé, on est dans le calme. C'est pareil, c'est feutré. Ouais. Il y a un côté en plus très sensuel des matières. Tout à fait, bon, là, c'est pas fini, mais il y a le côté paille, il y a le côté... Donc, ça vibre presque. C'est presque... C'est le niveau vibratoire, certains en parlent, on nous dit toujours oui, mais ça relève de l'ésotérisme. Non, on est... moi, ça me fait penser le curseur, c'est dur à dire, quoi. C'est dur à dire, mais on est bien, quoi. Ça me fait penser à des œuvres de Tapies, je sais pas si vous voyez, mais c'est très, très minéral aussi, et très, très dans le sensuel. Et je retrouve un peu, parce qu'il travaille avec des terres. Donc c'est ça qui est fort avec la terre, c'est que à la fois c'est minéral, mais en même temps, comme tu dis, c'est très sensuel, c'est pas brut, quoi, c'est pas froid, il y a quelque chose. Moi, je me rappelle, ça nous faisait rigoler, la première fois, quand on a fini notre enduit de terre dans notre chambre, qui est le plus abouti, on va dire, où on avait un peu plus maîtrisé la technique. Donc, on était en train de finir les travaux, d'aménager. À chaque fois que je passais devant, j'étais obligée de m'arrêter pour le... Ah, mais c'est instinctif. Tu ne peux pas faire autrement. On est arrivé dans la maison, faut toucher, quoi. Il faut toucher. Faut toucher, on a envie. Ça t'appelle, en fait. Tu peux pas faire autrement. Et comme on le disait tout à l'heure, on a envie de toucher. C'est fou, c'est chaud, c'est doux, on a envie de le caresser. Ouais, tout à fait. C'est bluffant. Oui, c'est bluffant. C'est tout à fait bluffant. Alors, les travaux, ça s'est fait en 2 parties, on va dire. Même 3, si on peut parler comme ça. Il y a vraiment une phase de démolition, même si on était... Parce qu'avant, il y avait une phase de diagnostic. Oui, parce qu'en fait, on a visité pas mal de maisons. Bon, il fallait que ça coche certaines cases. Et quand la maison, elle avait tel ou tel critère, je me disais, non, ça, c'est trop... enduit ciment intérieur-extérieur, ou alors une maison qui était partiellement refaite avec des menuiseries en PVC, ou des dalles ciment partout, ou du placo et de la laine de verre, tout ça j'ai éliminé. Disons que c'est pas vraiment qu'il y a eu une analyse avant, mais il y avait des critères qui étaient forcément éliminatoires. Après, on a eu la chance d'être entouré d'artisans qui nous ont aidés un petit peu. On a notamment notre maçon qui était venu jeter un coup d'œil parce qu'on le connaissait déjà par le bouche à oreille. Donc, type, t'as une fissure qui est un peu comme ci, comme ça. Quand on n'a pas le recul, est-ce que c'est très inquiétant ou est-ce que ça... Alors, évidemment, il ne peut pas vous garantir non, ça ne bougera plus, mais c'est... il y a une petite analyse qui dit ça, c'est inquiétant ou ça, non, ça va se gérer facilement. Et après, si moi, j'avais déjà lu, notamment grâce à Rénovation Pertinente, j'avais déjà quelques réflexes sur l'humidité, il y a des choses où je savais que ça allait se gérer, genre l'humidité autour des fenêtres. C'est parce que la maison n'était pas chauffée, pas habitée. Donc voilà, il y a eu une première phase de démolition pour remettre le bâtiment à nu, on va dire. Puis évidemment, on a transformé complètement l'espace parce que c'était resté dans son jus de l'époque. Donc c'était vraiment la ferme ancienne où il y avait les 3 générations, les parents, les enfants, les grands-parents. Donc il y avait beaucoup de chambres. Donc on a redistribué les espaces puisque nous on n'avait pas besoin de faire autant de pièces pour dormir. Après la phase de démolition, il y a eu une première phase pour rendre la maison habitable où là j'ai fait après qu'on ait décrépit en fait et déjointé, moi j'ai commencé par faire toute l'électricité. En même temps que l'électricité, on a fait la plomberie. Donc là j'ai fait tout au cuivre, pareil par conviction quoi, parce que je voulais pas mettre de PER parce que je voulais pas acheter de plastique et que après évidemment il y a des choses pour lesquelles on est obligé aussi de faire des concessions, mais j'avais envie de mettre du cuivre parce que c'est quelque chose qu'on utilisait déjà. Moi j'ai mon père qui connaissait, donc c'était plus facile de partir là-dessus pour moi. Et puis en fait en comparant les prix, c'était pas beaucoup plus cher finalement, et je me dis le cuivre dans 50 ans, il sera toujours là, je suis sûre qu'il sera autant en bon état. Si j'ai envie de modifier des choses, il est réutilisable. Il n'y a pas de... C'est durable, quoi, comme matériau. Donc, on a changé les menuiseries.
Et donc il y a eu une première phase de travaux pour pouvoir emménager, même en étant à moitié encore dans les travaux. Donc on a vraiment fait 2 chambres pour les enfants et la cuisine et la salle de bain, quoi, on va dire, pour que ça soit vivable. Oui, donc on a eu une phase qui a duré à peu près 18 mois pour pouvoir s'installer dedans. Plus le salon qui est ici, on l'a fait après. Et donc là, on en est rendu à 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans qu'on a acheté. Avec le temps, j'ai fini par connaître des adresses autour de personnes qui auraient été capables de le faire. Maintenant, pour moi, personnellement, c'était pas possible pour 2 raisons. C'est que quand on a acheté, déjà, je connaissais pas les artisans en question. L'autre raison, c'est que financièrement, ça aurait été complètement inaccessible parce que c'est des matériaux qui sont liés en fait à la philosophie qui va derrière. Ça demande du temps, ça demande de la patience et c'est pas des choses qui sont vraiment mécanisables. C'est vraiment, voilà, il faut y mettre du sien, il faut prendre du temps et en fait les artisans, pour que ça soit rentable pour eux et qu'ils puissent gagner leur vie de façon décente, faire du terre-paille à un artisan, ça coûte un peu de sous parce que c'est long, quoi. Nous, on n'aurait pas pu le faire. Il y a plein de points de détail singuliers qui font que en fait, si t'es pas à côté de l'artisan tout le temps pour lui dire attention, là je veux ce petit point de détail là, et puis 2 cm plus loin je veux ce petit point de détail là, je sais pas si ça aurait pu fonctionner parce que quand bien même ça aurait pas été une question de budget ni une question de temps, est-ce que j'aurais pas été sur son dos en permanence à lui dire et bon, moi ça c'est un truc que j'avais un peu du mal à faire. Il y a eu des fois, parce qu'on a des gens qui sont intervenus sur des postes que je voulais pas gérer, comme le chauffage, enfin l'installation de la chaudière et tout ça, c'est un chauffagiste qui l'a fait. Et la maçonnerie lourde, au départ, je me sentais pas de le faire. Les ouvertures dans les murs porteurs, quand on a acheté, j'étais pas capable à l'époque de faire ça. Il y a toujours des trucs, quand on n'est pas du milieu, on n'ose pas forcément dire le gars il vous fait le truc 5 cm trop à droite, je vais pas lui faire tout recommencer quand même. Bon, en fait il faudrait, parce que finalement c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des bons rapports, il vaut mieux dire les choses sincèrement. Mais là il y avait tellement de points de détail et de choses qui sont imbriquées, je pense que c'est ça qui est difficile aussi. Pour avoir une cohérence globale, il y a des tas de points qui sont imbriqués les uns dans les autres. Notamment là, dans le terre-paille, on a l'électricité qui passe. Ça veut dire qu'un coup, il faut faire venir l'électricien, un coup, il faut faire venir le maçon qui sait faire le terre-paille. Oui, mais alors du coup, attends, il faut que ça sèche, il faut que j'accroche mon truc. Donc c'est un jour tu viens, un jour je viens, et machin, on s'en sort pas. Alors que là, comme c'est moi qui ai tout fait, je fais les choses dans l'ordre où j'ai envie de les faire et comme ça vient, quoi. Je pense que peut-être c'est encore un autre métier de chapeauter tout le monde et d'encadrer les gens pour dire attention, toi ton métier c'est ça, d'accord, mais il faut que tu fasses gaffe à ce que le copain il fait derrière parce que il faut pas que ça se télescope, quoi. Donc faut que ça marche. Le réalisateur unique a cet avantage-là, c'est que il avance tout en même temps. Ouais. Après, ça relève de ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. Et la maîtrise d'œuvre, effectivement, la difficulté, c'est pas de trouver, enfin, c'en est une quand même, de trouver des bons artisans. Hein, ça, faut quand même pas se voiler la face. Hein. Mais une fois que tu as les bons artisans, ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui voudrait monter un orchestre, il a plein de bons solistes. Ouais. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour coordonner et donner le tempo à tout l'ensemble, ça va pas faire une belle exécution. Et c'est un peu le problème, c'est que quand on est particulier, qu'on achète une maison et qu'on fait faire les travaux, on n'est pas maître d'œuvre. Donc pas maître d'œuvre. Ouais. Et du coup, il y a des tas de choses auxquelles on pense pas et on s'imagine qu'on peut dire aux gens, aux artisans, alors qu'en fait on n'a pas le recul et on n'a pas l'expérience. Donc je pense que vouloir faire le maître d'œuvre quand on n'a pas le recul pour le faire avec des artisans qui eux sont chacun dans leur voie, c'est vraiment très compliqué et ça peut amener à des problèmes. Conflit, ouais. Alors que voilà, soit tu fais tout seul, soit tu fais venir un maître d'œuvre qui lui a l'expérience, soit tu as le recul pour faire le maître d'œuvre. D'où la réflexion qu'on a souvent menée dans Rénovation Pertinente. Je suis pressé, il est urgent que je prenne mon temps, et toute réflexion en amont est forcément un temps de gagner en aval. Et plutôt qu'attaquer vite pour avancer, il faut prendre le temps du recul pour la programmation, pour la coordination, pour que chaque corps d'état trouve sa place, etc. Mais ça peut être frustrant pour la personne qui attend. Parce que j'ai envie de rentrer chez moi,
c'est un côté économique. Hein. Si les travaux commencent 6 mois plus tard parce qu'on a pris le temps de la réflexion, bah, c'est 6 mois de loyer en plus, alors qu'il y a peut-être un remboursement qui commence à courir. Mais moi, ce que je retiens de ce que tu nous dis là, je peux me tromper, hein, mais c'est que il y a à la fois la nécessité pour le particulier, le futur occupant, d'avoir une idée de ce qu'il a envie d'avoir, qu'il apprenne à la transmettre, et trouver des artisans qui, eux, la comprennent. Et après, une fois qu'on a ces postes-là, prendre le temps de la coordination et de faire une réunion ou deux pour dire, bon, voilà, j'envisage de cadencer comme ça, comme ça, comme ça. Ou alors, oui, comme tu le dis, un maître d'œuvre. Oui. Qui va être un architecte, qui va être un maître d'œuvre indépendant. Enfin, ouais, il y a quelques professions en capacité de le faire, mais c'est un métier à part entière. Tout à fait. Ouais. Et puis ce qui est difficile aussi, ce qu'on a réalisé, c'est que par rapport à la construction écologique et aux matériaux écologiques, on est encore malgré tout beaucoup dans des situations où on a des artisans qui vous regardent avec des yeux quand vous commencez à leur dire bon alors là je voudrais doubler le mur avec de la paille en botte de paille. Les mecs qui sont là, ils se disent bon qu'est-ce qu'ils vont ceux-là ils ont des idées comment on va faire pour s'en sortir quoi donc c'est pas toujours évident, on vous regarde un peu de travers et c'est des idées qui sont difficiles à faire passer encore quoi. Ça commence à évoluer un peu mais c'est compliqué quoi. Donc c'est vrai que là bah, typiquement le terre-paille alors par exemple il y a eu quand on a commencé à travailler avec le chauffagiste là ça a été chouette parce que c'est quelqu'un qui était assez sensible à ça et il avait hâte de voir les résultats et bon ça le concernait pas vraiment dans sa partie parce que au niveau du calcul du chauffage je suis pas sûre qu'il en ait vraiment beaucoup enfin il est parti comme si c'était un isolant habituel on va dire quoi et mais il y avait vraiment beaucoup d'enthousiasme et cette pièce donc on a est-ce que tu peux nous dire exactement alors dans cette pièce sur les murs en pierre on va avoir à peu près entre 10 et 12 cm de ce que moi j'appelle du terre-paille allégé. En fait, c'est de la paille qui va être recouverte d'une barbotine d'argile qui est à peine humidifiée. Hein, il faut que ça crisse encore, quoi. C'est pas complètement détrempé. Et qu'on va remplir. En fait, on crée un coffrage entre le mur en pierre et le bord extérieur de ce qu'on veut comme épaisseur de terre-paille. On fait un coffrage et on remplit et on le monte à l'avancée. Donc voilà, ouais, il y a, selon la forme des murs, on a entre 10 et 12 cm de terre-paille, et après ça, là directement par-dessus, on a un enduit de corps, donc là ça va être de l'argile, du sable en 0,4, et puis de la paille hachée pour donner un peu plus de corps et pour éviter d'avoir des fissurations. Et dans cette pièce-là, c'est pas terminé, il faudra encore qu'on ajoute un enduit de finition qui va avoir à la fois un rôle d'abord principalement esthétique, on va dire. Et puis... Oui, et puis une effusivité, on va travailler sur le renvoi du rayonnement. Et là, je pense que moi, de ce que j'ai retenu de toi dans Rénovation Pertinente, c'est que tu es quelqu'un qui veut d'abord comprendre. Oui, tout à fait. Et une fois que tu as compris, et je crois que c'est important, que les gens se disent... Parce que, bon, moi, tu sais, j'ai une chaîne YouTube, et on me dit, fais des tutos, tu auras plus de vues. Seulement un tuto, ça ne dit pas aux gens pourquoi on fait, ça dit comment faire. Ouais. Et c'est pas comment faire qui est important, parce que ça, on y arrive, bien ou mal, on y arrive. Ouais. C'est pourquoi je le fais, avec quoi je le fais, comment je le fais. Et le comment, ça ne vient qu'à la fin. Et quand on donne des tutos aux gens, ben, ils veulent plus réfléchir en amont. C'est comme un enfant à qui on donne des gommettes, ben, il colle. Ouais. Il a les gommettes, il colle, c'est normal. Et après, on se retrouve avec des gens qui se disent, bah voilà, il y a X techniques et je ne sais pas laquelle choisir. Mais pourquoi ? Parce que ils ont tout ce qu'il faut pour savoir comment appliquer ces X techniques, mais par contre, ils ne savent pas pourquoi on les applique. Voilà. Et ça, c'est important. C'est vraiment cette réflexion-là qu'il faut avoir. D'où cette aide. Et moi, je vois tout le chemin que tu as parcouru, je vois tout le chemin que j'ai parcouru. Parce qu'on a fait du chemin tous, autant qu'on est, de Rénovation Pertinente, à côté, etc. On a tous nos voies à nous. Hein. Mais qui nous a amené, avec toi, Geoffrey, à proposer cette habitologie qui est justement ce qui manque en amont, c'est le maillon de la réflexion.
pourquoi on va faire les choses. Je veux comprendre, et une fois que j'ai compris, je peux conseiller ou je peux choisir, selon qu'on est l'occupant ou celui qui va conseiller l'occupant. Enfin, conseiller, orienter, parce que conseiller, c'est un bien grand mot. On est là pour souffler des solutions, et après, chacun, en fonction de ses ressentis, de ses moyens financiers, de la rapidité avec laquelle il veut faire, de le faire lui-même ou pas, etc., va prendre des décisions. Moi, j'ai reçu ça de toi, c'est « je veux savoir ». Je veux comprendre. Enfin, c'est même pas « je veux savoir ». Parce que ça, on est déjà dans le tuto. Ouais. C'est « je veux comprendre ». Et une fois que j'ai compris, ça va être plus simple. Alors, plus simple, relativement. Hein, parce que c'est effectivement, quand on commence à rentrer dedans aussi, il y a un moment où on voit tout le panel de choses qu'il y a à intégrer. Et, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé au tout début, j'étais bloquée. Je ne comprenais pas comment un matériau pouvait être... étanche à l'air, mais perméable à la vapeur d'eau. Ça, il y a eu un moment, il y a eu un déclic un jour. Moi aussi. Ça y est, j'ai compris. Mais alors vraiment, les premières fois, t'es là, tu te dis, mais bon, c'est ouvert ou c'est fermé, mais c'est pas les faudrait savoir. Quoi. Non, mais ça a été vraiment un beau chemin qu'on a fait ensemble. Mais en tout cas, ouais, t'es pas au bout du chemin, parce que le bout du chemin, il est jamais atteint. Non. Mais en tout cas, le chemin que t'as parcouru, chapeau bas. Alors au-dessus, on a des combles qu'on a décidé de pas aménager parce que la maison a déjà une surface suffisante, et puis aussi pour des raisons d'espace habitable aussi. Ouais, et puis il y avait vraiment aussi une histoire de conviction, de logique et de réflexion, c'est-à-dire que on est sur des combles avec des rampants traditionnel, on va dire, et ça aurait vraiment été une dépense d'énergie physique de ma part, une dépense d'énergie de matériaux et financière pour aménager l'étage, isoler les rampants pour avoir quelque chose d'efficace. On serait parti dans des délires, ça nous aurait emmené beaucoup trop loin, donc là pour le coup moi j'ai pris le parti de la sobriété, de dire on condamne les combles et on isole à plat. Donc j'ai fait une étanchéité à l'air au niveau du plancher des combles. Ça m'a permis de passer une bonne partie de mon électricité, une partie, on a pu faire la VMC en étant très confortable, parce que quand on aménage les combles, la VMC c'est compliqué, il faut trouver des systèmes pour faire passer les conduits, etc. Donc du coup, j'ai fait une étanchéité à l'air, et puis on a soufflé de la boîte de cellulose sur 35-37 cm d'épaisseur pour avoir un confort. Et alors là, on a senti une différence terrible, parce qu'évidemment, quand on a acheté la maison, ils s'en servaient, les combles à l'époque, ils s'en servaient de stockage, donc il n'y avait rien, il y avait juste le plancher. Et on est dans une région où l'été, il fait quand même très très chaud. L'hiver, il peut faire un petit peu froid, mais c'est pas délirant non plus. Mais on a eu, en plus ces dernières années, on a eu des canicules à chaque été, et c'est vrai que le thermomètre là, c'est le coup près, quoi. Hein. Vraiment, le thermomètre dehors, la façade sud, on a des fois plus de 40 à l'extérieur, et depuis qu'on a mis la boîte à l'intérieur, on est à 24 degrés, quoi. En plus, on a eu de la chance, c'est que moi j'étais partie pour le faire moi-même, et lui, j'ai trouvé un artisan qui a pu nous souffler la boîte pour 1 €, donc j'avais tout préparé, il n'avait plus qu'à envoyer la matière. On peut trouver des artisans qui le font en boîte de cellulose. J'aimerais que tu nous dises un petit peu où tu en es, parce que du chemin, il y en a encore à parcourir. Oui. Est-ce que tu te destines à retourner vers le notariat ? Alors non, pas du tout. Quand on a commencé à faire les travaux et à essayer de changer de mode de vie, moi je savais pas trop vers où j'allais. Je savais qu'il y avait un temps où j'allais me consacrer exclusivement à la maison et aux travaux. Un petit peu aussi par rénovation pertinente, parce que c'est vrai qu'au départ, quand on a commencé, quand on s'est rencontrés, je connaissais, j'avais lu quelques bouquins de mon côté, mais j'étais du côté des gens qui posent beaucoup de questions. Et puis de fil en aiguille, t'as bien voulu me faire confiance, et j'ai pris un peu de place dans l'administration du groupe. Ça a été un des éléments qui m'a donné envie d'aller plus loin dans cette direction-là, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait d'un côté une vraie demande, et d'un autre côté, chez moi, un vrai plaisir à transmettre, à expliquer, à épauler les gens. Après 3 ans de travaux intensifs, on finit par avoir quand même pas mal de connaissances. Cette volonté de vouloir comprendre fait que il n'y a pas que les travaux sur le terrain, quoi. Il y a eu aussi des formations à droite à gauche. Du coup, j'ai décidé
de lancer une entreprise de conseil pour accompagner principalement les particuliers, parce que c'est quand même de là que vient la demande, pour aider les gens à aller dans cette direction d'analyse, pour avoir une approche globale et essayer de pas trop faire d'erreurs, on va dire, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a engagé des choses, c'est beaucoup de frais, c'est beaucoup d'énergie, donc c'est difficile de revenir en arrière. Après, moi j'aime bien être dans la réalisation aussi, donc j'avais envie de proposer quelque chose qui soit à la fois du conseil et aussi de l'accompagnement. Là, je vois, il y a pas longtemps, j'ai aidé des amis qui avaient un petit muret qui s'était effondré, et c'était typiquement le cas de figure, on a envie de le remonter, mais on n'a pas les moyens de le faire par un pro, on n'ose pas se lancer tout seul. Est-ce que tu peux venir nous donner un coup de main et voir comment on fait? Ça, moi, c'est ce que je préfère, parce qu'on fait ensemble. Moi, je transmets quelque chose, eux, ils sont contents parce qu'ils ont mis leurs pattes aussi un petit peu dedans, et il y a un vrai partage, il y a un vrai échange, quoi. Donc voilà, j'aime bien aussi ce côté accompagnement, dire on y va et on fait les choses ensemble, parce qu'on est dans le partage, quoi.